Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un message d'union que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a voulu transmettre à sa nation. C'est en réponse aux différentes attaques qui sévissent dans le pays. La dernière en date est celle d'un camp militaire de l'armée malienne. Au Rwanda, de grandes avancées dans l'industrie avicole, une production qui a triplé en moins de 10 ans. Néanmoins, les éleveurs doivent faire face à de tout nouveaux défis. Et enfin, en Tanzanie, des drones pulvérisateurs qui volent au-dessus des rizières. Ce sont les dernières technologies développées pour la lutte contre le paludisme. Des drones qui pulvérisent une solution nommée l'aquatin. Se donner la main face au terrorisme, c'est le message qu'a voulu transmettre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à la nation. Une prise de parole qui fait suite à l'attaque d'un camp militaire de l'armée malienne. Le chef de l'État a salué la mémoire des hommes tombés au front pour la cause du Mali et a appelé les Maliens à l'union. Un sujet de Mokhtar Bari. Après l'attaque terroriste d'Indeliman ayant coûté la vie à 53 soldats maliens, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a, dans une adresse à la nation, salué la mémoire de tous les soldats restés sur le champ d'honneur. Une situation que le président juge d'ordre mondial, car portant atteinte aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Nous sommes en guerre. Les seigneurs de guerre du terrorisme international au Sahel continuent leur croisade obscurantiste sanglante, avec l'objectif évident de détruire nos institutions, notre pays et nos pays. Cette guerre n'est pas une guerre rien que contre le Mali ou le Sahel, elle est mondiale. Dans cet ordre mondial de sécurité, la mutualisation des efforts et des forces est capitale. Le président de la République a rappelé aux citoyens maliens le sens du dialogue national inclusif en cours dans le pays. Il invite les réticents à la table du dialogue, gage des remparts dans la lutte contre le terrorisme. Le piège à éviter est de ne pas tomber dans la stratégie de l'ennemi qui est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants. Dans ces circonstances particulièrement graves, où la stabilité et l'existence de notre pays sont en jeu, notre seule réponse doit être l'union sacrée autour de notre armée nationale. Rappelons que suite à cette attaque, un deuil national de 3 jours a été décrété sur toute l'étendue du territoire. Les pays du G5 Sahel sont déterminés dans leur lutte contre le terrorisme. La France a annoncé le lancement de l'opération Bourgou 4, une annonce faite par la ministre française des Armées Florence Parly en visite dans les pays du Sahel. Une succession d'actes terroristes se sont produits ce 2 et 3 novembre, en particulier au nord-est du Mali, où une attaque de l'État islamique contre une base militaire a fait 49 pertes en vie humaine. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. L'heure est aux grandes manœuvres dans les pays du G5 Sahel. À l'occasion d'une tournée qu'elle effectue dans la zone, la ministre française des Armées Florence Parly a annoncé le lancement d'une opération militaire contre le terrorisme dénommée Opération Bourgou 4. Cette opération va prendre en compte les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Avec le lancement d'une opération qui s'appelle Bourgou 4, qui est conduite par Barkhane, mais avec la contribution éminente de 2 compagnies burkinabées, et qui va se dérouler dans les prochains jours dans cette zone des 3 frontières, qui est la zone dans laquelle doit porter l'effort. La visite de la ministre des Armées s'inscrit dans un contexte sécuritaire assez fragile. Les violences djihadistes persistent dans le nord du Mali, 6 ans après l'intervention militaire française Serval. Elles se sont propagées vers le centre du pays ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires qui ont fait des centaines de morts. Toute nouvelle opération est vraiment salvatrice si elle prend en compte l'évolution de la menace et aussi les nouvelles tendances de la menace. La menace a tendance présentement à se communautariser. Cette nouvelle opération qui a lieu à un point donné, c'est-à-dire au niveau des 3 frontières, elle va laisser, si vous voulez, orphelines les autres régions qui sont l'Est et l'Ouest. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que les groupes terroristes
se déverse au niveau de ces deux zones qui n'ont pas été prises en compte. La situation sécuritaire a particulièrement été mouvementée au Mali avec l'attaque d'une base militaire par l'État islamique. L'assaut a fait 49 morts au sein de l'armée malienne. Les autorités du pays ont décrété 3 jours de deuil national à la suite de ce drame. De grandes avancées dans l'industrie avicole au Rwanda. Les autorités se félicitent de cette courbe exponentielle de ces 10 dernières années. La production de volailles a triplé depuis 2010, passant de 13 700 tonnes à 45 000 tonnes en 2018. Le nombre des éleveurs de volailles a également augmenté par rapport à la demande. Néanmoins, ces éleveurs doivent faire face à un tout nouveau défi, celui de la cherté des aliments pour leurs volailles. Un sujet de Fraterne d'Asiaï Sianga. Janvier Twambazimana est un jeune vétérinaire rwandais qui a toujours aimé les animaux. Après ses études universitaires, il avait eu de la peine à trouver un endroit où pratiquer ses connaissances comme il se doit avant de trouver cette ferme de volailles située dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda. J'adore travailler ici car on respecte strictement les règles d'élevage des pondeuses. La façon dont nous produisons nous-mêmes la nourriture pour la volaille, la façon dont on s'occupe de leur santé, de la propreté et tout ça pour avoir une meilleure qualité des œufs. C'est vraiment très professionnel et j'aime partager ces connaissances avec d'autres qui viennent apprendre. Selon le ministère rwandais de l'Agriculture, l'industrie avicole s'est considérablement améliorée grâce aux efforts du gouvernement d'encourager surtout les investisseurs. C'est le cas de l'économiste Jean-Baptiste Moussabyimana qui a investi $1 million dans l'élevage des pondeuses en 2016. D'une valeur de $4 millions actuellement, la ferme compte plus de 70 000 poules qui produisent 60 000 œufs par jour. Actuellement, l'Afrique connaît ce qu'on appelle mutation alimentaire, ce qui veut dire qu'avec la croissance de la population urbaine, les gens ont tendance à se nourrir des animaux que de la nourriture provenant des plantes. Donc, il faut assez d'investisseurs dans ce secteur car le marché est énorme. Sinon, il y aura un problème d'offre et de demande dans le futur, même s'il y en a déjà. Le Rwanda compte 15 grands aviculteurs commerciaux qui élèvent entre 20 000 et 100 000 poules pondeuses chacune et 10 grandes fermes commerciales pour les poulets de chair. Et depuis 2010, le nombre de poules a augmenté de 9% chaque année. Au moment où la question de l'efficacité des services publics de l'emploi se pose au Cameroun, des initiatives sont prises pour encourager les jeunes à croire à leur potentiel, à saisir les opportunités qui se présentent à eux dans le monde du travail. Le développement personnel reste un des principaux outils pour ces jeunes afin de trouver leur place dans le marché de l'emploi camerounais. Les précisions de Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, environ 70% des jeunes sont en situation de sous-emploi selon les experts. Si des stratégies et politiques publiques sont élaborées par le gouvernement pour réduire le chômage et le sous-emploi dans le pays, des initiatives privées sont également prises pour encourager les jeunes à prendre leur destin en main. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de venir accompagner les jeunes à ce rêve, à la détermination, à vaincre la peur, à croire que c'est eux qui vont définitivement construire le Cameroun. C'est pour ça que je m'investis à venir les former, les encadrer, les soutenir, à se donner de la valeur, à croire qu'ils valent plus que les autres ne croient. Connue pour ses différents programmes consacrés à l'autonomisation des jeunes, Françoise Pouenet, promotrice de Mami Yanga Masterclass, a pris possible, dans cette édition, les étudiants ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. En tant qu'ingénieurs, nous sommes amenés à gérer des projets, à conduire des projets, les mener à bien. Et donc, des formations sur la confiance en soi, sur le développement personnel, sont quelque chose de vraiment essentiel pour notre formation. J'apprécie vraiment tout ce qu'elle a eu à nous dire, le peu de temps qu'elle a passé avec nous. Nous fait comprendre, surtout nous les filles, que nous devons travailler, nous devons surtout beaucoup nous rattraper, les efforts surtout, on doit multiplier des efforts. Je suis certes étudiant ingénieur, mais j'aspire surtout à être un entrepreneur. Et Mami Yanga, de par sa présence, elle a encore augmenté ma foi. Pour rendre ces étudiants plus compétitifs sur le marché de l'emploi et mieux s'adapter aux besoins de l'heure, Françoise Pouenet, Mami Yanga, recommande à ses apprenants l'audace qui a été la force motrice de son propre parcours.
Des technologies qui pourraient aider dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui a touché 219 millions de personnes en 2018 avec 435 000 victimes. Des scientifiques rassemblés à Zanzibar en Tanzanie testent actuellement ces dernières technologies. Des drones qui consistent à pulvériser une solution appelée l'aquatin, une solution incolore et non toxique aspergée dans les rizières infestées, lieu de reproduction des moustiques porteurs de paludisme. Un sujet de Corinne Camden. Des drones pour combattre le paludisme. C'est la dernière technologie que teste actuellement un groupe de scientifiques dans l'archipel de Zanzibar. En Tanzanie, 70 000 personnes meurent chaque année des suites de la maladie transmise par les moustiques. Les drones que les chercheurs font voler portent l'innovation qui, selon eux, offre une nouvelle approche dans la lutte contre cette maladie mortelle. C'est là que le problème commence. Ce sont les foyers de moustiques. Une fois que nous les contrôlerons ici, nous verrons beaucoup moins de moustiques se rendre dans les foyers où les gens vivent, les piquer et transmettre ainsi le paludisme. En les contrôlant correctement à la source, nous espérons avoir un impact final sur la transmission du paludisme. En effet, ces drones transportent un liquide appelé aquatane AMF, solution incolore non toxique qui est aspergée sur les rizières infestées de moustiques, lieu de reproduction typique des moustiques porteurs du paludisme. Le liquide qui jusqu'ici avait uniquement été testé en laboratoire mais jamais sur le terrain, crée une mince pellicule à la surface de l'eau, empêchant ainsi les pupes et les larves de paludisme de respirer à la surface. Ces derniers se noient donc et meurent. À l'avenir, si tout se passe bien et si nous obtenons de bons résultats, nous utiliserons peut-être la même technologie dans de nombreuses autres régions d'Afrique où il existe une agriculture irriguée et des problèmes liés au paludisme. Ou alors au moins contribuer à l'élimination du paludisme dans un pays spécifique. L'Afrique subsaharienne est responsable de 90% des décès dus au paludisme dans le monde selon l'OMS. Après l'essai à Zanzibar, les chercheurs ont pour objectif de publier leurs résultats dans des revues dans l'espoir d'étendre l'approche à l'ensemble du continent. Une crise post-électorale s'est installée au Kenya depuis plus de 11 ans. Une crise de violence qui émerge suite à l'élection présidentielle du 27 décembre 2017. Dans ce contexte, Juliana Rotich arrive avec une idée ingénieuse, la plateforme Ushahidi ou témoignage en Kiswahili qui offre la possibilité à différentes personnes dans le monde entier de commenter ces violences post-électorales dans son pays. Un engagement fort en faveur de la liberté d'expression. Un sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland. La Kenyane Juliana Rotich a reçu le prix allemand pour l'Afrique 2019 le 22 octobre à Berlin. Le prix récompense son engagement en faveur de la liberté d'expression. Cette pionnière de la révolution digitale en Afrique s'est illustrée lors des violences post-électorales dans son pays en 2018. Avec d'autres développeurs, cette informaticienne de 42 ans a mis en place la plateforme Ushahidi, qui veut dire témoignage en Kiswahili, avec comme seul objectif documenter tous les incidents liés à l'élection présidentielle du 27 décembre 2017. L'idée derrière Ushahidi, lorsque nous avons commencé il y a plus de 10 ans, était de fournir une chaîne, voire un moyen pour les gens de faire des reportages et de dire ce qu'ils voient, où ils se trouvent. Le mot Ushahidi signifie témoin ou à témoin nu. La chancelière Angela Merkel, qui lui a remis le prix, voit Juliana Rotich comme une source d'inspiration dont les réalisations vont bien au-delà des frontières de son pays. Ce prix est une consécration pour la Kenyane qui était sélectionnée sur une liste de 18 nominés. Cela signifie beaucoup pour moi car les gens avec lesquels je travaille sont des jeunes qui veulent faire la différence grâce à la technologie et j'espère que ce prix honore leurs rêves et leurs espoirs pour l'Afrique de continuer à progresser et d'avoir un impact grâce à leurs compétences, notamment celles en technologie, leur capacité de créer des plateformes, mais plus encore leur capacité de résoudre les problèmes qu'ils voient autour d'eux. Depuis, la plateforme technologique a évolué en crowdsourcing. La lauréate est désormais déterminée pour aider les gens à s'organiser autour des élections pour surveiller et rendre public le processus électoral de la Zambie au Panama en passant par le Mexique et de nombreux autres pays encore.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.